Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Désolé pour ce retard dû à un petit problème technique. Et donc, nous allons rester un peu plus longtemps donc pour rattraper ce retard. Mais sinon, aujourd'hui, en guise d'édito, ou plutôt à la place de l'habituel éditorial, je vais vous montrer quelque chose de beaucoup plus parlant. Je vais vous faire voir une vidéo amateur, qui a été prise par un hirakiste dans une scène de Hirak. Et vous allez voir que cette vidéo va pleinement confirmer ce titre de notre émission d'aujourd'hui, Algérie, l'inébranlable détermination d'un peuple. Vous allez voir qu'à la brutalité policière, les jeunes, ces jeunes magnifiques, ces jeunes fabuleux, répondre par Silmiya, Silmiya. Et vous les verrez. Et vous allez voir cette extraordinaire détermination. Et j'aurais voulu, et je souhaite, que les gens du régime, ces barons du régime, ces gens qui semblent atteints de profond déni, qui se sont enfermés dans une sorte d'autisme politique, j'aimerais qu'ils regardent ces images avec nous et qu'ils en tirent les conclusions qu'il faut. Regardons ensemble.
Algérie, l'inébranlable détermination d'un peuple. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ici pour la première fois avec moi Béchir Derraïs, réalisateur du film Ben Mehdi, néanmoins cinéaste très connu dans le pays. Béchir, marhaba bik. Merci beaucoup, c'est la première fois. C'est la première Merci fois. pour l'invitation. Chaque fois, on se rate. Voilà. Il a réussi à... Mais on se rencontre à la place de la République, au téléphone, sur Facebook. Bien sûr. Mais sinon, Béchir, tout à l'heure, nous allons parler de votre film sur Ben Mehdi, qui a été empêché, tout simplement, de sortir dans les salles. Et nous aimerions savoir pourquoi. Et donc, nous avons avec nous, à côté de vous, Brahim Younsi, ancien cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Bonsoir. J'ai appris la leçon. Hein. Oh oui, 82, parfaitement. Non, vous avez une bonne mémoire. Voilà. Excellente mémoire. À plus forte raison que c'est écrit. C'est justement. Alors, Idir Honoren, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation et j'apprécie la précision de 82A. Oui. Alors, moi je vous... Ça doit rassurer certains. Probablement. Que ce n'est que jusqu'en 1988. Ah, voilà. Vous savez, Ben Bella est une personnalité très clivante. Très clivante. Qui suscite de la passion chez certains, de l'amour, de l'affection, de la sympathie, mais tout autant de détestation, d'exécration de la part d'autres qui croient mieux le connaître ou qui l'ont subi ou qui créditent tout ce que subit le pays à son passage à son pays. Du moins. Même pendant la lutte de libération nationale. Oui. Il a finalement, même s'il avait gouverné, je mets ça avec beaucoup de guillemets, c'était 2 ans. Oui, 2 ans. 54, 56, terminé. Ouais. Hein? Et moi, je ne vais pas vous raconter, et peut-être je le raconterai au cinéaste qu'il est. Et c'est l'oncle de monsieur qui m'a raconté tout cela, Mourad Ousdir. Mourad Ousdir, ce qui se passait dans la prison de la Santé. Ce n'est pas simple. L'histoire algérienne n'est pas simple du tout. Et elle ne doit pas être abordée avec simplisme. Non. Ça doit être une histoire qui doit être abordée, pardon Brahim, de manière apaisée. Oui. Ce ne doit pas être des attaques. Il y a des documents historiographiques, il y a des récits historiques, il y a du témoignage historique. C'est à base de tout ça qu'on pourra retrouver tous ensemble en plus une vraie communauté de destin. Inadmissible, effectivement, c'est les attaques ad hominem. C'est ce que j'ai D'abord, et puis aussi, nous en parlions tout à l'heure hors plateau, de cette histoire qu'on ne veut pas épurer de tout ce qui lui a été inséminé. Le moment doit venir où il faut reconnaître. Pourquoi ne pas parler de ce 1,5 million de Chouhada, le chiffre qui semble ne pas passer sur un plan logique? Pourquoi ne pas parler du nombre des moujahidines que personne ne connaît aujourd'hui? Parce qu'il est tenu secret, parce qu'il y a trop de moujahidines et que ça laisse comprendre qu'il y a beaucoup de faux moujahidines. Pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent de se revendiquer Est-ce qu'en France, vous avez entendu quelqu'un vous dire un jour « Je suis le fils d'un ancien résistant » ou non, X ne doit pas avoir droit à la parole parce que c'est le fils d'un collabo. C'est Jamel, on ne veut pas décomplexer la chose. On interdit le débat. Moi, je suis très content d'avoir rencontré Brahim parce que tout à l'heure, on s'est expliqué. On avait un malentendu alors qu'on ne se connaissait pas. Et on a eu l'occasion, parce qu'on a évoqué le sujet, et on a réglé le malentendu. Oui. Ça 2 minutes. Absolument. 2 minutes. Il faut donc se parler. Bien sûr, il faut se parler. Tout à fait. Aujourd'hui, il est temps de tout déballer. On ne critique pas, on est là pour débattre. Il y a des documents historiques, il y a des témoignages. Il y a encore de rares témoignages, des rares survivants. Bien sûr. Hein, donc, il suffit de débattre pour régler un problème. Absolument. Tout à l'heure avec Sibrahim, il avait des a priori, comme ça, moi, j'étais content de le rencontrer. En 2 minutes. En 2 minutes. Voilà. En 2 minutes. Voilà, entre gens intelligents. Tout à fait. Alors, nous allons commencer. Je suis très content de vous rencontrer. Moi aussi, c'est réciproque. Très bien. Alors, nous allons commencer par parler du V52. Les Algériens maintenant ne disent plus vendredi 52e, ils disent V52, V51. C'est un peu, ça ressemble un peu au V2. Hein. Alors, et puis nous parlerons. Non, mais contre le régime. Oui, c'est un V2 contre le régime. Alors, nous parlerons nous allons nous rappeler ce que nous avait dit Tebboune à un certain moment, quand il était en campagne électorale, de faire rapatrier l'argent volé aux Algériens installés dans les paradis fiscaux et dans les banques étrangères pour, nous a-t-il bien précisé,
pour financer son programme. Ça veut dire que c'est énorme, c'est énormissime. C'est 100 milliards au moins de dollars. Et puis nous allons parler aussi de ce qu'a dit le Premier ministre, Abdelaziz Jarrad, au sujet du même problème. Il semble avoir pris la patate chaude à son compte. Et ensuite, nous parlerons du plan d'action de ce gouvernement et de son adoption par le Parlement, puisqu'il faut l'appeler ainsi. Et nous parlerons d'une façon générale de ce qui se passe en ce moment en Algérie. Et nous finirons avec l'histoire du film Ben Mehdi. Alors, d'abord, quelques images sur le V52. الجمعة الثانية والخمسون النداء للتصعيد الجزائر العاصمة من عنابة. نعم هذا ما تنقله قنوات العار. جمعة 52 ولاية الطير 14 فبراير 2020. Béchir. Moi, ce que je regrette vraiment, c'est dommage qu'on n'exploite pas tout ça, parce qu'on parlait de débat. Dans un pays qui se respecte, normalement, pendant et après ces manifs, des débats devront exister dans les télévisions, dans tous les médias. Et le pouvoir, il voit que les gens sont dans la rue, il ferme les médias. Et ces scènes ne passent pas dans les télés? Non seulement ces scènes ne passent pas, il n'y a pas de débat. Oui. Normalement, juste une heure après les marches, on ouvre tous les médias, avec les acteurs politiques, avec les vedettes de Hirak, et on crée un débat. On finit toujours par sortir de quelque chose. Et là, le pouvoir, il a fermé. Mais quel est son intérêt? Les gens sont en train de voir, ils n'ont pas besoin des médias, ce qui se passe en Algérie, dans toutes les villes d'Algérie. Quand le régime procède à un tel blackout, à quoi il s'attend? Non, ce qui serait intéressant, c'est pas les images se partagent, il n'y a pas de souci aujourd'hui, mais c'est les débats. Oui, oui. C'est le contact. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, ils devraient dégager les porte-paroles et se parler. Ouvrir, donner des instructions pour tous les médias. C'est comme ça qu'on arrive à savoir ce qui se passe, à connaître un peu les avis des uns et des autres et créer le débat. On a fermé le débat. Ce qui veut dire que le pouvoir n'a pas de bonnes intentions.
S'il avait de bonnes intentions, il aurait ouvert le débat. Il s'accroche, hein, il s'obstine, tout Non, il simplement. peut s'accrocher, mais il peut s'accrocher en faisant des choses, en faisant des Il concessions. ne peut pas être contre-productif contre lui-même. Aujourd'hui, S'il organise des débats, aujourd'hui, il va... ce qui se passe dans les médias, je pense que c'est inédit. Ah oui, oui, oui. C'est complètement inédit. D'ailleurs, nous allons en parler. Hein, Oui, on va en parler. Oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'abord, ce qui est le Hirak algérien, je crois que il a battu le record. Oui. Ça n'a jamais existé avant. On ne connaît pas, Dans d'équivalent. toute l'histoire de l'humanité, il n'y a aucune révolution Qui a duré autant. qui est pacifique. Ouais. Et qui a mobilisé autant de personnes. Exactement. C'est-à-dire la révolution n'a pas baissé d'un cran. Elle n'a pas changé de méthode. Et elle a résisté une année. Et sans leadership. Sans leadership, sans organisation. C'est incroyable. C'est incroyable. Et sans une goutte de sang, on doit Saluer tout ça. saluer, on doit institutionnaliser tout ça. C'est Vous dommage. avez oublié une chose, Béchir. Et sans compter les provocations, la subversion et la contre-révolution. Exactement. Et la fermeture, ce n'est pas uniquement locale, même internationale. Oui, oui, oui. Il y a eu un blackout. Oui, oui. Il y a un blackout. D'habitude, pour beaucoup moins que ça, les images font le tour du monde, les débats en Algérie, des millions depuis une année, et les médias internationaux Les marches à millions. ont fermé aussi. Et comment vous expliquez ça, Béchir, que les médias internationaux parlent de tout, au Liban, en Libye, partout où il y a des mouvements populaires, et que pour ce qui est de l'Algérie, c'est le blackout véritable? C'est les intérêts économiques, commerciaux. Hein. Mais on n'a plus en Algérie. Ah si. L'Algérie est en fin de ressources financières. Si, il y a de la matière, il y a de la matière première, c'est un pays riche, c'est un pays qui, contrairement à Ça justifie ce blackout? Ça l'explique? Vous ne pensez pas qu'il a été question plutôt d'approche personnelle, que des patrons de presse ont été achetés, qu'ils ont été corrompus, qu'ils ont reçu une manne publicitaire? Mais Jamal, aujourd'hui, les médias, même dans le monde, en France par exemple, ce n'est plus les mêmes patrons de l'époque. Oui, oui. Aujourd'hui, les hommes d'affaires, les investisseurs, vous regardez par exemple CNews qui était télé avant, c'est pas les mêmes patrons, c'est pas les mêmes du tout, c'est pas la même ligne éditoriale, c'est pas les mêmes infos, c'est de la propagande. BFM TV c'est pareil, Canal+. C'est aujourd'hui les médias sont tombés entre les mains des hommes d'affaires. Et les hommes d'affaires, surtout en France, en Europe, c'est ceux qui sont en Afrique. Ils sont au Maghreb. Voilà. Ils sont au Maghreb. Mais aussi les États. Par exemple, quand vous prenez l'affaire El Magharibi avec le Telsat, on sait bien que c'était l'intervention d'un État étranger auprès de Telsat qui a entraîné la fermeture d'El Magharibi. Oui, mais ça fait partie des plans de fermeture. Ça fait partie des plans. Aujourd'hui, c'est le milieu financier qui a mis la main sur les médias. Et les milieux financiers européens, français, ils ont des intérêts en Afrique, en Mali, en Algérie, au Maghreb. Et voilà, c'est pourquoi ils ont fait le blackout. Pour résumer, Bachir, il est en train de dire que c'est leur logique d'intérêt qui fait que, tout simplement. Leur logique d'intérêt. Aussi, j'ai dû veiller compte de ce qui s'est passé hier. Pourquoi le régime ne parvient-il pas à regarder au moins ces images? On sent qu'il est dans l'autisme, qu'il s'enfonce la tête dans le sable et qu'il refuse de voir. Parce que quand on voit ce qu'on est en train de voir, et qu'on est doué d'un minimum d'intelligence, on se dit, on ne peut pas réduire un peuple pareil. Ce n'est pas possible, il ira jusqu'au bout. Donc pourquoi retarder l'inéluctable? Qu'est-ce qui fait que ce régime soit aussi obstiné et qu'il refuse de regarder cette vérité en face? Il joue sur la oui, il joue la montre, il joue sur la fatigue, il joue sur beaucoup de choses. L'essoufflement, comme disent certains journalistes. Sur la lassitude, etc. Il joue sur beaucoup de choses. Mais ce qu'il sait, de toutes les façons, c'est que sa citadelle n'est plus inexpugnable, que sa citadelle est prenable. Et c'est de cela dont il a peur. Vous avez parlé de méthode. Je crois que le peuple est dans une méthode que l'on appelle la méthode de l'escalier. Parce qu'il a d'abord confiance en lui. En ses revendications aussi. Et oui, justement. Il a très confiance en lui, le peuple algérien. Et ensuite, il a des objectifs, en dépit de l'absence de leader. Mais on voit que les choses, quand même, fonctionnent. Même si, vous avez parlé tout à l'heure de clivage, même si on a l'impression que c'est une situation, il est dans une situation un peu clivante. Mais il y a quelqu'un, Edgar Morin, qui l'explique très bien, dans la complexité qui est celle du mouvement.
un mouvement aussi complexe ne peut qu'apparaître clivant, parce qu'il n'arrive pas à s'organiser. Ce n'est pas parce qu'il n'arrive pas, c'est peut-être pas cela le mot de ma part. C'est parce qu'il n'y a pas une organisation structurelle, verticale. Moi, un manifestant que j'ai rencontré à Place de la République, je lui ai posé la question, je lui ai dit pourquoi vous êtes opposé? Parce que lui était opposé à la désignation de leader, de représentant. Je lui ai dit mais pourquoi? Toute révolution a besoin à un certain moment d'avoir une tête, d'avoir un regard, une vision, des hommes qui sont d'accord. Il m'a dit non, non, nous on ne veut pas avoir pour le moment, on y viendra. Mais pour le moment, on n'a pas besoin. Je lui ai dit, mais comment allez-vous négocier sans avoir... Il m'a dit, parce que ce que nous demandons est connu. Justement. Il m'a dit, alors je finis juste ça. Il m'a dit, nous sommes en train de demander un état de droit, dans sa pleine acception. Il m'a dit, celui qui accepte ça, à ce moment-là, il nous dit, ok, je suis prêt pour négocier. Et à ce moment-là, nous désignerons nos représentants du jour au lendemain. Moi, je suis d'accord avec lui. Vous savez, pour revenir à l'histoire, nous en parlions tout à l'heure. Mohamed Yazid, lorsque les négociations avaient commencé avec la France, il avait parlé du quoi, du comment. Le quoi, nous savons, nous, les Algériens. Le peuple sait. Comme vous venez de dire, il sait pourquoi et quoi il demande. Et il sait comment il faut. Vous avez parlé de négociations. Oui. Mais la question fondamentale est quand. Quand. Et quand. Ah, d'accord. Voilà. Le peuple sait quand. Quand le pouvoir se sera décidé. Et voilà. Absolument. Donc la balle est dans le camp du pouvoir. Mais évidemment, elle n'est pas dans celle du Hirak. Non, évidemment qu'elle est dans le camp du pouvoir et depuis fort longtemps. On n'a pas besoin de s'organiser. Il suffit qu'il dise, je suis prêt à négocier mon retrait de la vie politique et de le... Alors, Edil, puis j'ai une question à vous poser. Quoi dire après il est clair que le Hirak a ses mots d'ordre, il sait où il va, donc on n'a pas trop de soucis là. Mais quel type de rapport de force va-t-il entamer dans une nouvelle dynamique pour emmener justement ce pouvoir qui ne regarde pas la vérité? Comment pouvez-vous gouverner avec des marches à millions tous les vendredis, tous les mardis? Ce n'est pas possible. Indépendamment du fait que ça se passe à l'intérieur, et ça fragilise aussi la position à l'international. Comment voulez-vous qu'on aille discuter de la crise libyenne, bien que ce soit nos intérêts, non pas stratégiques, mais vitaux, avec un gouvernement, avec un pouvoir qui n'est même pas légitime aux yeux de l'immense majorité des Algériens? C'est toute cette équation. Oui, évidemment. Donc à partir de ce moment-là, moi je pense que le Hirak est en dynamique, comme on l'a souvent dit avec Brahim là sur le plateau, de sa phase de résistance là maintenant, il faut trouver les leviers nécessaires pour entrer un peu en dynamique. Ça ne peut pas rester en l'état. La structuration du Hirak ou pas, on peut en parler. Mais c'est vrai qu'attendre uniquement la solution par le commandement militaire me semble aussi une erreur. Par le commandement militaire. C'est la question que je voulais venir. Mais allez-y, poursuivez. Donc, à partir de ce moment-là, il faudrait maintenant revoir les fondamentaux. Moi, je l'ai dit et je l'assume encore une fois, au-delà de tous les slogans du Hirak portés par l'immense majorité des Algériens, Daoula Madaniya, l'état de droit, la citoyenneté, etc., etc., moi, je pense que l'un des mots d'ordre importants maintenant pour disqualifier toutes les tentatives d'ouverture, parce que le pouvoir c'est pas des crétins, ils ont leur spin doctor. Toutes les mesures ou les petites mesurettes, ça passe par la révision constitutionnelle, ça passe par le préambule du projet, vous en avez parlé tout à l'heure, on en reparlera, il faut les disqualifier en disant, nous, on ne veut pas ça, on veut aller en transition. Je crois que c'est l'étape tout le monde doit concourir à pour moi, un seul slogan. Ça nous permettra de disqualifier à la fois ce que propose l'état-major à travers M. Tebboune pour la société, c'est-à-dire un seul mot d'ordre, c'est la transition. On ne peut pas avancer avec vous tant que la transition n'est pas à l'ordre du jour chez vous. Faites votre mutation et on vous donne un peu le temps pour nous proposer véritablement une transition. Mais ça viendra avec un rapport de force, ça ne viendra pas par le Saint-Esprit. Eh bien justement, transition. On ne rappellera jamais assez... Parce que beaucoup de gens utilisent ce mot comme si c'était un mot bateau qui ne veut rien dire, dans lequel on peut tout mettre. En fait, transition, c'est très clair. Une transition, c'est un moment où l'ancien se prépare à partir, où il part progressivement. Tout à fait. Ça veut dire qu'il ne part pas du jour au lendemain. Je le dis pour rassurer les gens du régime. Ça veut dire que dans le meilleur des cas, ils vont rester quelques mois. À partir du moment où ils vont accepter la transition. C'est le moment donc où l'ancien part progressivement,
où le nouveau arrive progressivement. Et jusqu'à un moment où l'ancien remet le pouvoir au nouveau et où il part définitivement après avoir, bien entendu, négocié les conditions de son départ, y compris la sécurité, les biens mal acquis, etc. etc. Donc, transition étant le mot clé, pour moi, c'est le mot clé de tout le processus, il y a un slogan qui est devenu principal dans la bouche des manifestants aux 4 coins du pays, dans toutes les villes, c'est le même slogan, Madaniya, Machi, Askaria. Alors, pourquoi le peuple dans son entièreté parle de Madaniya, Machi, Askaria? C'est-à-dire qu'il a identifié la vraie cause du problème. À un moment où la presse observe un blackout total sur ce concept, et d'un, et de deux, à un moment où personne dans les partis politiques actuels qui se disent de l'opposition n'évoque ce slogan pourtant central du Hirak, Madaniya, Machi Askaria. Est-ce que le moment n'est pas venu de placer ce slogan au centre de toute l'attention et qu'on puisse en parler de façon claire? Oui, aujourd'hui, pourquoi? C'est ça la transition. Parce qu'en Algérie, la transition se ferait d'un État militaire à un État civil. Aujourd'hui, depuis l'indépendance, c'est toujours l'armée qui a placé, que ce soit le président, qui a géré les périodes de transition, parce qu'on en a eu, qui a géré les conflits. Aujourd'hui, la société algérienne, elle veut passer à l'état civil. À la démocratie. À la démocratie. Mais comme il n'y a rien en face, il n'y a pas d'institution. Bouteflika, il arrive au pouvoir, il a tout cassé. Il n'y a pas une seule institution qui est valable. Elle n'était pas déjà cassée avant qu'il arrive. Non, elle arrive. était cassée, mais quand même, il y avait un peu, ça fonctionnait quand même, le pays fonctionnait quand même mieux quand il y a 99. Mais il y avait tout autant de fraude électorale, de façades institutionnelles. Il y avait de la fraude, mais il y avait moins d'argent. Oui. Avant Bouteflika, il y avait moins d'argent. Il y avait une situation sécuritaire très, très, très grave. Et malgré ça, il y avait quand même des choses qui fonctionnaient mieux que maintenant. Bouteflika, il arrive, il a corrompu tout le monde. Ouais. Il a cassé la société civile, il a cassé même l'armée, il a cassé les partis politiques, il a corrompu tout le monde. Ouais. Et aujourd'hui, effectivement, il n'y a rien en face. Il n'y a rien. Donc aujourd'hui, c'est l'armée qui se retrouve presque malgré elle à gérer le pays, parce qu'il n'y a rien. Ouais. On a vu l'Assemblée nationale aujourd'hui, ils n'ont pas le courage de dire non. Rares les députés qui ont le courage de débattre une loi. Sinon la loi, quand elle arrive à l'Assemblée ou elle arrive au Sénat, c'est pour dire oui. Oui. Et même s'ils acceptaient de la débattre, ils ne sont qu'une petite minorité. Oui, exactement. Ça ne rien. Donc aujourd'hui, si le pouvoir actuel ne met pas en tête que c'est le moment de construire le pays, on ne s'en sort pas. Parce qu'on doit construire. C'est maintenant qu'on doit construire le pays. Il n'existe pas. Ouais. Voilà. Un pays sans institution, ce n'est pas un pays. On n'avait pas d'institution. C'est maintenant qu'on doit construire les institutions. Où le pouvoir, surtout M. Tebboune, il a 75 ans. Donc même s'il arrive à finir un mandat, c'est un mandat. Il ne peut pas... 80 ans, c'est fini. Il peut rentrer dans l'histoire par la grande porte comme il peut sortir par la petite porte. C'est à lui de choisir. Mais est-ce qu'il peut rentrer par la grande porte, lui qui a été porté par la fraude? Non, mais aujourd'hui, puisque c'est la façade du pouvoir, c'est lui. La façade seulement? Oui, mais on n'a pas le choix. C'est lui qui représente le pouvoir. Parce que le Hirak, ce n'est pas un parti politique. C'est pas un parti, il est là pour faire... Oui, mais Tebboune non plus n'est pas le décideur. Oui, mais... Il n'est que la partie visible. Mais aujourd'hui, il est là. La Constitution lui confère beaucoup de choses. C'est exactement ça. Il peut tout faire. Il suffit d'appliquer... Il peut renvoyer... S'il y a un général qui se mêle de trucs, il peut le renvoyer à sa place. Vous pensez qu'il pourrait renvoyer les généraux de l'état-major? Non, dans la réalité. Non, moi, la Constitution lui donne en effet... Je ne connais pas les rapports qu'ils ont. Mais la Constitution aujourd'hui, même s'il est mal élu, il est désigné, il est président. Parce qu'il est, il est là. On ne peut pas dire qu'il n'est pas là. Il peut faire ce qu'il veut. Le jour où il commence à faire ce qu'il veut, il commence à avoir un peu de confiance de Hirak. Aujourd'hui, déjà, rien que le discours sont en double. Il y a un discours qui est utilisé officiellement, il y a des pratiques qui sont contraires à son discours. Par exemple, je ne comprends pas, aujourd'hui, 60 jours après son élection, il y a encore des détenus d'opinion en prison. Même ceux il y en a même des nouveaux. Même ceux qui sont sortis, ils n'ont pas été graciés, ils ont purgé leur peine. Ouais. Parce que beaucoup de médias aujourd'hui disent relaxés. Non, ils n'ont pas été relaxés. Ouais. Ils ont purgé leur peine.
C'est pas normal. Comment on explique aujourd'hui que des gens comme Sauf Karim... le cas Louise Hannoun, dont le crime originel, si je peux dire, a été requalifié. Requalifié, mais elle a perdu sa peine, 9 mois. Elle était condamnée à 9 mois, elle a fait 9 mois. Je ne comprends pas comment Fodel Boumala aujourd'hui, ou Karim Tabo, ou Farsaoui sont en prison. Et plein d'autres innocents. Plein d'autres, ça veut dire, il y a une centaine aujourd'hui, et c'est pas normal. Parce qu'il y a une ingratitude en plus. Parce que ceux qui sont aujourd'hui aux commandes, c'est grâce au Hirak. D'ailleurs, ils disent qu'on Tebboune dit le Hirak el Moubarak. Non, mais on revient un peu en arrière. On revient un an en arrière, le 21 février. Tout le monde était à la solde de Saad Bouteflika. Ah oui, oui. Tout le monde. Les généraux, les Et Tebboune ministres. était à la touche. Bien sûr, ils étaient. Ils doivent quand même remercier le Hirak. Mais ils le remercient verbalement. Non, Ils disent el Hirak el Moubarak. oui, ils le disent comme Tebboune. ça. Mais quand vous êtes sur le terrain, vous constatez autre chose. Oui. Et, hier à 5 h, on a commencé à chasser les manifestants. Laissez-les dans la rue. Ils font de mal à personne. En fin de manif, Qu'est-ce qu'ils veulent toujours comme ça. Voilà. Pourquoi on s'attaque aux Hirakistes? Pourquoi les gens viennent avec leurs parents, leurs bébés, leurs poussettes. Mais ils ne font pas que s'attaquer. Ils leur bloquent l'accès aux villes. Voilà, pourquoi on fait ça? Ils leur envoient des baltagias. Et on les arrête, Puis, on les insulte, on leur crache dessus. Vous me dites, monsieur Tebboune, oui, il a encore une chance. Il a encore une chance de partir par la grande porte. Brahim, est-ce que vous pensez que vraiment Tebboune a une chance de partir par la grande porte? Je ne sais pas, je ne sais pas répondre à cette question. Mais Tebboune n'a aucune base sociale. Sur qui s'appuyer? S'appuyer sur une constitution dont on sait pertinemment qu'elle va être amendée, révisée, etc. C'est-à-dire qu'il n'a pas de la même manière qu'elle a été par le passé. Oui, oui. De toutes les façons, il a clairement déclaré que lui-même ne s'habillait pas de cette constitution-là. Il l'a dit. Tout à fait. Peut-être est une erreur politique de sa part. C'est une erreur politique. Parce qu'il a dit que je n'utiliserai pas cette constitution. Je n'ai pas de constitution. C'est ainsi qu'il s'est exprimé. De plus, il n'a pas de base sociale sur laquelle... Ibrahim, justement, Non. la base sociale aujourd'hui, c'est le Hirak. C'est celui qui sait comment, oui, comment mais je pense gérer le qu'il est- Hirak, il a gagné. C'est le Hirak. Je suis entièrement d'accord avec vous, sauf que Tebboune est rejeté. Parce que le Hirak, comme vous dites, moi je dis la révolution, était hostile Aux élections. aux élections. Donc il est... Plutôt hostile à la fraude électorale annoncée. Oui, non, mais à l'élection du Sur le 12-12. principe de l'élection. Oui, Voilà ce à que dit l'élection du 12-12, voilà. Hostile à cela. Oui. Hostile à cela. Donc, Tebboune, je ne le vois pas. Je crois qu'il est très faible pour faire face à ses mentors, à ceux qui l'ont ramené. À ceux qui Et l'ont- l'armée, est-ce qu'elle n'est pas très affaiblie? Je parle de l'état-major. Le fait que Chenguereha est nommé par intérim Encore par intérim. et confirmé par décret, Oui. est-ce qu'il y a au monde un décret qui nomme quelqu'un par intérim? Oui, mais je ne crois pas qu'il ait personne. Et je qui n'a connais pas eu les- la vice-président, la vice-ministre de la Défense. Oui, peut-être est-ce un choix personnel, je ne sais pas. Ça peut être un choix personnel, Oui, parce oui. qu'aujourd'hui, il y a aussi dans l'armée, Oui, il y a des gens plus haut gradés que lui. Tout à fait, oui. Ça peut être- Je ne sais Et pas il y comment... en a un seul, et pas C'est plus Ben gradé Ali, que Ben lui, Ali, il porte le même grade de lui, général de Non, corps non, d'armée. M. Chenguereha, il n'est pas général du corps d'armée. Ah bon? Il est général. Ils sont Général-major. ils sont Général- trois, ils sont trois généraux de corps d'armée. Oui, mais pas M. Chenguereha. Il est général-major. Depuis la disparition La de Gaïd. garde républicaine, le général de la garde républicaine. Ben Ali, comment il s'appelle? Voilà, Ben Ali. oui, voilà, je pense. Je ne peux pas vous dire. Oui, Je d'accord. crois- Nous ne sommes pas. Moi, personnellement, je ne suis pas dans les arcanes D'accord. pour le savoir. Oui, Nous, Oui, mais le fait savoir. qu'il remplace Gaïd Saleh, et qu'au lieu d'être nommé, à la limite, qu'on l'ait nommé par intérim juste après le décès, Ça en peut attendant se de se retourner, C'est ça se dommage, je comprendrait. crois que c'est le Mais le pouvoir. fait de le confirmer par décret, je crois que. le décret ne nomme jamais par Oui, intérim. mais je crois Donc, que le pouvoir lui-même est là par intérim. Il n'y a pas que Chenguereha. Il est là D'accord. par intérim. Mais c'est là, dit, oui. c'est Oui, dit. oui. Hein, Il est là par intérim. Je ne crois pas qu'il ait suffisamment de force, même juridique, s'appuyer sur la Constitution pour pouvoir s'imposer. il ne s'imposera pas donc. Il ne s'imposera pas. Parce que le régime lui-même est faible. Ce régime-là, ce système-là, ce pouvoir-là, il est dans une peur obsidionale. Parce que... Une peur? obsidionale, c'est-à-dire une peur d'assiègement. D'accord. Et il est assiégé. Ah, vous pouvez répéter le mot? Obsidional. Obsidional. D'accord. J'apprends toujours avec vous, Brahim. Merci.
Hein, les villes qui sont assiégées, on dit que ce sont des villes obsidionales. D'accord. Donc, le système... Du mot obsidienne? Ça vient Non. du mot obsidienne? je ne peux pas vous dire. D'accord. Je n'ai pas cherché l'étymologie, je sais ce que ça dit, mais je ne sais pas chercher l'étymologie. Mais voilà, le pouvoir a peur. C'est la raison pour laquelle la question quand va-t-il tomber? Parce qu'il va tomber. Alors qu'il a intérêt à négocier son départ, comme vous le disiez. Parce qu'il va tomber. Et ce slogan du Hirak, d'où la Madaniya, Machi Askariya, mais ça, je c'est pense, parfaitement identifié. Pas Ce seulement. n'est pas Tebboune. Oui, mais ça ne date pas du 22 février. oui. Ça date du 5 octobre. Non, mais 88. jamais le peuple ne Oui, l'a mais crié aussi fort. C'est la raison pour laquelle, ce que l'on constate, c'est que le peuple, les Algériens, pas le peuple, les Algériens individuellement, sortent de leur égoïsme, je vais le dire comme cela. Pas seulement à travers le Khawa avec l'armée, mais le Khawa, il est dans la révolution. Absolument. Il est dans le peuple. Absolument. Ce que nous ne voyions pas avant. Parce que les Algériens sont en train de dire vous ne nous diviserez plus jamais. Voilà. Vous avez toujours usé de cette méthode pour nous diviser. Là, ça ne marche plus. La cause Amazigh, elle a beaucoup gagné pendant le Hirak. Absolument. Elle a beaucoup gagné, alors que le pouvoir voulait faire le contraire. Au contraire. Aujourd'hui, Désigner les zouaves. non, les Algériens aujourd'hui ont appris à se connaître. À fraterniser, surtout. L'amitié entre régions s'est renforcée. Oui. On a vu On récemment... fait même du tourisme politique. Oui. On a vu avant-hier, quand ils ont libéré Nour al-Houda à Tlemcen, des délégations qui sont venues de toutes les wilayas. On voit chaque semaine des délégations qui viennent de Mascara, de Tlemcen, de Annaba, qui vont à Tizi Ouzou, à Béjaïa, à Boumerdas, à Alger. Il y a une sorte de rapprochement entre régions qui n'existait pas vraiment. Absolument. Donc le Hirak, il a créé le miracle. C'est le Hirak qui a créé l'unité nationale. Absolument. Aujourd'hui, le pouvoir accuse un peu certains éléments de Hirak d'avoir porté atteinte à l'unité nationale. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est le pouvoir qui doit être attaqué. C'est le pouvoir qui essaie de nous diviser. Voilà, c'est le Hirak qui doit attaquer le pouvoir pour atteindre à l'intégrité nationale. Voilà. Non, ça c'est dit de toutes les manières. Concernant ce que disaient Brahim et Bachir, c'est clair que le pouvoir de Tebboune, il n'a même pas de force sociale issue de l'ancien régime et qui ont assez de crédibilité pour le porter. Ça paraît évident. Moi, je pense que, vu que l'état-major doit comprendre, puisque c'est lui le cœur nodal du problème, qu'il doit entamer encore une fois sa mutation et de comprendre et de regarder le Hirak tel qu'il est. C'est-à-dire un peuple déterminé, avec un cap déterminé, et ils savent très bien qu'ils ne pourront pas gouverner dans le temps contre ce peuple. Maintenant, à quel moment le point de bascule va arriver? Justement, est-ce que ce point de bascule ne s'est pas déjà produit quand on voit la différence entre les discours de Gaïd Saleh, Cherdima, Khawana, ou de son ministre qu'il a délégué pour insulter les gens de l'intérieur, qui les a traités de tous les noms d'oiseaux dont certains ne peuvent même pas être reproduits maintenant, et la différence avec un Chenguereha qui n'a pas une seule fois usé de ces vocables dégradants? Est-ce que ce point de bascule, comme vous êtes en train de dire, n'est-il pas en train de se produire au sein de l'état-major? C'est difficile de le dire et de l'affirmer, mais moi je pense, et je l'ai toujours dit ici sur le plateau, que le point de bascule va arriver. Quand? On ne sait pas, parce que c'est des rapports endogènes à l'intérieur de l'état-major. Parce qu'il ne peut pas rester insensible à ce qui se passe dans la rue. On ne peut pas gouverner même sa famille contre la vie de nos enfants, de notre épouse. Ce n'est pas possible, il faut débattre, il y a un souci, comment on le règle, quelle est la méthode? Le problème, c'est que M. Chenguereha, son premier discours a été de la même veine que celui de M. Gaïd Salah. Oui, en effet. Il a peut-être évolué là maintenant. Tout à l'heure, Brahim disait M. Tebboune peut rentrer dans l'histoire. Si jamais il... C'est moi qui dis ça. C'est Brahim, non, c'est Bachir. Par la grande porte. Par la grande si porte. tant est qu'il se décide. Si tant est qu'il se décide, si nous nous mettons à rêver, le peuple veut une transition. Que M. Tebboune, d'abord, fort des prérogatives que lui confère cette Constitution, que tout le monde rejette par ailleurs, s'émancipe du pouvoir militaire, et en annonçant que je suis le représentant du Hirak, ici je suis le président de la transition. Et vous voyez, vous, Non, c'est Tebboune une hypothèse, faire, monsieur. Non, c'est une hypothèse, monsieur Benchnouf, je ne dis pas. C'est pour suivre un peu le raisonnement de Bachir. Oui. C'est là où il dit qu'il peut sortir par la grande imaginable. porte.
Est-ce que Ce c'est n'est pas- imaginable c'est pas quand imaginable Tebboune arrive et maintenant. qu'il dit je vais dégommer les généraux, Non, c'est pas une je histoire vais de les renvoyer dégommer. chez eux. Monsieur Benchelouf, c'est trop sérieux pour qu'on puisse dire dégommer. Un aroc. Le problème, c'est qu'il peut Limoger, éventuellement... limoger. Oui, Ouais. pas limoger, je ne parle même pas de limogeage, de dire à Leur l'armée, offrir. voilà, Vous savez, un jour, Haj Nasser, l'ex-directeur de la Banque centrale, avait fait une communication devant un parterre de journalistes, je crois, où il avait parlé de la Corée du Sud, quand le dictateur, dont je ne me rappelle plus le nom, a convoqué tous les chefs de l'armée. Il leur a dit écoutez, mes chers amis, Chang. Ouais. Le moment est venu. Et lui-même était un communiste, hein, et d'ailleurs, il a fréquenté le Japon. Il leur a dit, écoutez, le moment est venu. Je ne vais pas vous demander d'aller chez vous rejoindre vos pénates. Chacun choisit ce qu'il veut faire. Celui qui veut être aux affaires, on va l'aider à faire des affaires. Celui qui veut être dans la fonction publique, on va lui donner un très bon poste. Celui qui veut... je ne sais pas moi, faire dans l'universitaire... faire n'importe quoi. Mais celui qui veut rester dans l'armée ne doit faire que l'armée. Et l'armée ne s'occupera plus des affaires politiques. Et il a mis en ordre, il a donné des privilèges exorbitants à ces gens, et il les a fait sortir du circuit. Pourquoi aujourd'hui ne procède-t-on pas de la même manière? S'il allait dire, on peut procéder de la même manière, parce que je ne sais pas qui a dit récemment, et je souscris, quand on est nommé général, c'est un poste politique pratiquement. Ah oui, maintenant, comment envisager la subordination du pouvoir militaire au pouvoir civil? On a besoin d'une armée forte. On a besoin d'une intelligence économique, on a besoin des services de sécurité, d'espionnage, de contre-espionnage performants. dans leur rôle. Bien évidemment dans leur rôle. Ça, c'est incontestable que l'institution militaire doit être développée, doit être professionnalisée. Mais comment amener les dirigeants, l'état-major actuel qui sont finalement les héritiers du système depuis 62. 62, Brahim en a parlé tout à l'heure, c'est le coup d'État contre le GPRA. Je suis désolé, il faut le retenir comme ça. Et les éléments qu'on oublie, c'est que l'armée, c'est le proto-État après 62. Bon, ça a commencé avant en termes de stratégique, mais l'armée était construite avant l'État algérien. C'est normal que ce soit cette filiation-là. Il y a un problème d'histoire que Béchir a soulevé, qu'on doit aborder de manière apaisée aussi. Nous, c'est un aggiornamento qui est imposé à nous. Les coups d'État, c'est en 62, Oui, 65, oui, 78. oui, C'est un coup d'État. oui, tout à fait. Parce que tout le monde s'attendait à ce que comment il s'appelle, Yahyaoui, Bouteflika à l'époque. Ils ont Non, mais c'est un choix de l'armée. Hein. Oui, c'est un coup d'État. Bouteflika était pro-américain. C'est un coup d'État de militaire sur le politique. Tout à fait. Et même du militaire sur le militaire. Voilà. Ce que je voulais dire. En 92, et jusqu'à maintenant, c'est toujours. Oui, mais ces ruptures, en plus, elles sont violentes. Il y a des conséquences qui ne sont pas, qu'on n'a pas réussi encore à maîtriser. 88, C'est la 92. première fois maintenant qu'on a un président qui n'est pas militaire. Parce que Bouteflika, on peut dire aussi qu'il était militaire. Oui. Donc c'est la première fois depuis l'histoire. Boudiaf n'est pas militaire. C'est le FLN, c'est la légitimité historique. Ouais. Disons, c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille révolutionnaire et qui ne fait pas partie de l'armée. Oui, c'est vrai. C'est l'armée aussi qui l'a installé. Oui, c'est l'armée. Absolument. C'est ce que je disais. Alors, Par je vais me contre, juste, permettre- Monsieur très Benchouf, vite. c'est important. Très vite. Tout à l'heure, on parlait de Constitution. Bachir a parlé de la Constitution. Comment voulez-vous qu'un programme censé être un programme de rupture soit adopté par une assemblée qui n'est pas crédible, qui est le fruit de l'illégitimité, qui est le fruit de la fraude, qui est le fruit de l'argent sale. Oui. Comment voulez-vous, vous, en tant que président, quelles que soient vos intentions, quelle que soit la Absolument. qualité de votre problème, vous fassiez valider par une assemblée croupion comme ça? Donc ça pose problème. Vous avez Absolument. souligné Tout à fait raison. ça et le Sénat. La dissolution, c'est quand il veut une réforme de la Constitution, une révision de la Constitution. Le peuple dit une constituante, un processus constituant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, là, maintenant, avec la qualité du Hirak, avec sa densité, son épaisseur, son intelligence, son pacifisme, sa force, on ne peut décemment pas aller vers des réformettes. Et le lui, peuple ce qu'il est en train de propose, lui il y a dire... un comité d'experts qui vont pondre un projet de constitution qui sera après soumis à référendum. Non. Mais le peuple, ce qu'il veut, c'est faire la constitution article par article. Tout à fait. À qui C'est pas- appartient c'est cette pas Constitution? aller voter oui ou Elle non. n'appartient pas aux experts, Monsieur Benchenouf. Elle n'appartient pas aux experts. Bien sûr, elle appartient absolument. au peuple. Absolument. Et à leurs représentants. Évidemment. Donc c'est seule Aujourd'hui, une constituante Il y a qui des peut... équilibres aujourd'hui, c'est-à-dire la rue, elle est beaucoup plus exigeante.
les exigences, ça veut dire grande la barre conscience est politique. tellement haut que le pouvoir en face, il est faible. Ah, il est Voilà, il perdu. est faible et il n'est pas légitime. C'est-à-dire qu'il n'a pas assez de légitimité aujourd'hui pour pouvoir apporter des solutions. Alors, Ce qu'il y a, Brahim c'est pas Younsi, dernier mot avant de passer au... oui, dire. Non, je voulais dire à Bachir qu'il c'est pas qu'il est, il est faible. Il n'est pas encore faible complètement. Mais il s'est mis lui-même dans une impasse historique. C'est ça le problème. Absolument. En convoquant les élections, M. Gaïd Salah nous a mis dans une impasse. Comment sortir de cette impasse? La question, elle est là. Ce n'est pas une anecdote, mais c'est une réalité. En 2005, il y a un candidat, à l'époque, qui est venu me voir pour me dire « Est-ce que tu vas me soutenir diriger ma campagne, etc. » Je lui dis « Mais sur quelle base? Avec qui tu vas travailler? À supposer que tu sois élu. Avec qui tu vas travailler ?» Cette personne appartenait au FLN auparavant. Il me dit « Avec le FLN. » Tu m'en diras tant. J'adore. C'est vous dire que les vieux réflexes ont la vie dure. Monsieur Benchlouf, juste quelque chose d'important. Oui. À mon sens, pour terminer ce que disait Ibrahim, il faut noter une chose, on observe, c'est que M. Tebboune a dit « je ne créerai pas de parti politique ». Ça, c'est un. Deuxièmement, sur quelle majorité va-t-il s'appuyer lors des élections prochaines, des législatives et des sénatoriales, pour avoir une majorité? C'est impossible dans l'État actuel. Il va s'offrir une alliance, Ah, mais voilà, comme son prédécesseur. probablement. Les candidats à l'alliance présidentielle ne manquent pas. Ils ne manquent jamais. C'est trop Il n'y juteux. a qu'à regarder ceux qui ont fait la fameuse réunion de Aïn Benyen. Ils ont tous été convoqués, que ce soit Mouqali, que ce soit Jaballah, que ce soit Rahabi et beaucoup d'autres qui ont été au dialogue. Quoique le dialogue est Alors, nécessaire. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Rien ne se fait sans l'aval de la rue. on Les est choses ont d'accord. changé. Ah ouais. Alors, On peut se réunir, on peut je vais philosopher, devoir vous mais s'il n'y a pas interrompre. les quitus de la rue, rien ne se fait. Je vais devoir vous interrompre. J'aimerais que nous puissions parler d'un sujet très, 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 très important. Mais on va en parler très vite parce qu'il nécessitera à lui seul toute une émission ou plusieurs. La presse. Vous savez ce qui a attiré mon attention cette fois-ci? L'incarcération de mon confrère Abd Sameh. Ça met le pauvre. Abd Sameh qui était rentré en prison sur injonction de Saïd Bouteflika parce que Abou Dichem lui avait échappé par la Tunisie. Mais Abou Dichem qui est sorti avec un passeport algérien qui porte l'estampillage de la PAF. Et donc, hors de lui, Saïd Bouteflika, il dit « Je veux que tous ceux qui l'ont aidé rentrent en prison ou soient limogés ». Il a exigé des têtes. Et on a trouvé Abd Sameh Abdellahi. Pourquoi? Parce que son numéro de téléphone était, celui de Abou Dichem était dans son historique. Et on lui dit « Ah non, non, tu l'as aidé, tu l'as rencontré ». Je leur ai dit « Mais il est sorti par la PAF. Je n'ai pas aidé, il n'a pas besoin de moi ». Ils l'ont fait rentrer, il est resté 25 mois, sans procès. Et quand il est sorti, récemment, ils lui ont dit « Bon, on va vous convoquer pour la forme, vous allez certainement être acquitté, et vous pourrez même demander une réhabilitation, et vous pourrez même demander des indemnités pour les dommages que vous avez subis. » Cette fois-ci, il est rentré voir sa femme, assister à l'accouchement de sa femme. Il a été arrêté. Ils lui ont dit « Condamné à 3 ans de prison, il vous reste 11 mois que vous devez faire. » Et ce qui m'a étonné, c'est que la presse n'en a pas parlé. Mais alors, pas du tout. Mais la presse n'a pas parlé que de ça. Elle ne parle de rien qui soit vraiment important. De ce fameux slogan « Madaniya Mashia Askariya », pas un mot. De la vraie appréhension des grandes aspirations de ce peuple, rien. Que du superficiel, que du... Qu'est-ce qui fait que cette presse puisse donner un ton qui laisse penser à la liberté d'expression? Et que dans la réalité des choses, ce n'est que de la superficialité. Il n'y a rien. La presse algérienne est très inféodée au régime. Elle n'a jamais traité d'un seul dossier de prédation d'un général. Sauf dans l'affaire de Betchin, dont les explications sont très particulières. À votre avis, messieurs, la presse, dans tout ça? Moi, je ne suis pas étonné parce que bon, aujourd'hui, le pouvoir, ce qu'on dit le système, c'est quoi? Le système, c'est le FLN, c'est le RND, c'est les associations, il y a aussi la presse. Parce qu'aujourd'hui, Quatrième pouvoir. ouais, à part peut-être 2 ou 3 quotidiens
qui arrive quand même à échapper un peu au diktat du pouvoir, mais 98% des médias vivent avec de la publicité de la net. Oui. Donc, ça, c'est le côté carotte. Donc aujourd'hui, ces médias-là font partie du système, donc il ne faut pas s'étonner. Voilà, ils vivent avec la NEP, donc le moindre faux pas, on ferme le robinet. Oui. Voilà. Et donc on ne peut pas s'étonner aujourd'hui. Ce qui va aujourd'hui Mais on s'étonne quand même, Bachir, parce qu'il y a des différences dans l'excès de zèle. Par exemple, il n'y a pas de comparaison entre un journal comme Al Watan et une chaîne de télévision comme Al Nahar. C'est énormissime. Hein, même si le Watan aussi n'est pas dans la liberté de la presse. C'est ça, mettre le Watan au même titre que Nahar, c'est des blasphèmes. Je suis d'accord avec vous. Pour vous dire que la carotte n'entraîne pas les mêmes comportements et les mêmes attitudes des uns et des autres. C'est une question d'éthique. Oui. Ça veut dire aujourd'hui en Algérie, le secteur de presse média, c'est à reconstruire complètement. Des nouvelles têtes doivent émerger dans les médias aussi, comme dans la politique. Absolument. Il faut ouvrir le champ à des nouvelles générations aussi, dans les médias, dans les télés, dans les journaux. On ne peut rien faire avec ce qui est actuellement. Moi, je ne crois pas parce qu'ils sont formatés. Ça, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait... Oui. Aujourd'hui, j'attends à ce qu'il y ait des nouvelles générations aussi qui... D'ailleurs, ceux qui ont fait la presse actuelle, ils ont été ramenés de l'ex-presse publique. Oui, des Moujad, des Chab, des Nasr, aujourd'hui, les journaux qui tiennent on leur a offert de l'argent, des locaux, aujourd'hui, les médias qui arrivent un peu à respecter l'éthique, il y en a quoi, 3 ou 4 Oui, absolument. En temps soit peu, à respecter. Le Watan, il a failli être liquidé plusieurs fois. Il est passé par une crise financière terrible. Ah, il a refusé pour son indépendance. Voilà, le journal Liberté, il tient la route parce qu'il a derrière un industriel, donc c'est... Même sans la publicité, il arrive à vivre. Avec le Soir d'Algérie qui arrive aussi à rester, parce qu'il y a des journalistes qui ont quand même un certain professionnalisme, une éthique. Il y a aussi le Khabar. C'est quand même des gens de la vieille génération qui donnent. Mais ça reste quand même très, très, très en deçà des normes les plus élémentaires. Il y a peut-être le quotidien d'Oran aussi, parce que c'est des journaux respectables. Mais le reste. Alors, très vite sur cette question, avant de passer... Mais certains organes de presse post-89 ont été créés d'abord, pour certains, pour servir le régime, et d'autres, on leur a fait miroiter de la liberté de la presse, etc. Moi, je crois plus, la liberté de la presse, j'y crois pas. Qu'il y ait des plumes libres à l'intérieur de la presse. C'est le cas. J'ai pas de souci. Mais avoir une presse libre complètement autonome... Ces plumes s'autocensurent. S'autocensurent par la force des choses. Bachir a très bien développé la problématique. C'est la NEP, il y a des journaux qui n'ont pas... Ils ont peut-être 500 exemplaires sur tout le territoire, mais qui ont une manne financière due à la publicité. L'expression de cette année vend à peine quelques papiers, hein, mais c'est de la pub. La presse est victime aussi de l'état de non-droit dans lequel on est. C'est-à-dire, c'est pas balisé. Il y a eu le code des journalistes, il y a eu plein de petites avancées, mais qui, factuellement, n'ont pas trouvé l'écho. C'est toutes ces questions-là. Il y a la survie aussi des groupes de médias. Vous savez, en Algérie, je vous rappellerai juste l'affaire de M. Rabrab, quand il était en négociation avec Khabar TV et compagnie. S'ils ont bloqué son achat, pour moi, c'est un blocage qui est politique, parce que lui, d'abord, c'est un capitaine d'industrie, il est financièrement, c'est le 5e, je crois, fortune africaine, et troisièmement, quand vous avez les médias, vous avez un groupe industriel, et vous avez l'argent en plus, la dernière marche, c'est quoi ? Prendre le pouvoir. Donc c'est ces questions-là. Donc tout ça revient à l'état de droit. Tant qu'on ne sera pas cadré dans l'état de droit, on ne pourra pas avancer. Mais il est incontestable qu'il y a des journalistes qui sont libres. Mais la presse, je rajoute quand même qu'il y a des nouvelles générations aussi qui arrivent, avec des sites internet. Oui, des journalistes citoyens. Citoyens, comme Khaled Drarni, il y a beaucoup de femmes aussi qui se lancent dans les médias. Je suis optimiste. Ah oui. Il y a même ils arrivent à combler. Ils arrivent à combler, à contourner les contraintes. Absolument. Il y a Mahrez, il y a Khaled Drarni, il y a Hajar. Moi, je connais beaucoup de jeunes aussi. Le vide. Et beaucoup de journalistes citoyens. Qui n'ont pas fait de journalisme, mais qui font du journalisme du terrain. Brahim aussi sur ce sujet. Oui, après, c'est un... Comme je vais pas citer Aïd Ahmed. C'est un sujet
tellement difficile. J'ai été journaliste, donc je connais un peu les arcanes. Là, je connais les arcanes du métier. Le problème, vous l'avez soulevé tous les deux, voire tous les trois, c'est celui de l'argent également. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup et que je visite souvent. Je ne visite pas personnellement, physiquement, parce qu'il est mort. C'est Emmanuel Mounier, le fondateur du personnalisme, qui dit je suis contre le socialisme collectiviste et contre la démocratie de l'argent. Oui. Nous entrons, hélas, dans, entre guillemets, la démocratie de l'argent dans notre pays. Il y a là, effectivement, vous parliez tout à l'heure de débat. Nous avons besoin de débat. Moi, je ne pense pas. Non, vous l'aurez dit pour la France, pour l'Angleterre. Non, elle existe en France. Il y a la démocratie. Mais en Algérie, ce n'est pas la démocratie de l'argent. C'est la démocratie de la carotte. Non, la publicité qu'ils reçoivent, c'est la démocratie de l'argent. Oui. C'est la corruption pure et simple. C'est plutôt ça. On corrompt les gens. Oui, mais c'est la démocratie entre guillemets de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de titres, mais il n'y a rien dedans. C'est vrai. Il n'y a strictement rien dedans. Et pour revenir à l'incarcération, à cette injustice qui frappe un journaliste, Abd Samir Abdelhaï. C'est une injustice et doublement, parce que ce journaliste-là a déjà payé. Oui. A déjà payé. Pour quelque chose qu'il n'a pas commis. Justement, injustement. On est en train de lui faire payer ce qu'il n'a jamais commis. Absolument. Et c'est d'une gravité extrême. Et c'est grave, et là on revient à la presse, que la presse ne dit mot. Que la presse ne se solidarise pas. Pourquoi ? Parce que c'est un journaliste d'El Magharibi. Oui, c'est incroyable. C'est d'autant plus condamnable. Ouais. C'est d'autant plus condamnable. Et nous en parlions tout à l'heure avec Sébachir. C'est cela. Ouais. C'est cela. Il y a des règles fondamentales, il y a des droits fondamentaux de chacun d'entre nous, quelle que soit son orientation idéologique ou politique. Il y a des droits fondamentaux. Et c'est ce que le peuple est en train de réaliser. Et d'exiger. Et de réaliser même. De réaliser. Et puis c'est un scandale aujourd'hui de mettre quelqu'un en prison, parce que sur une plainte de Saïd Bouteflika qui est en prison. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui, c'est même pas sur plainte, sur injonction. C'est incroyable. Ouais. Celui qui est derrière tous les maux de ce pays aujourd'hui, il est en prison, et on traite encore des affaires. Non, ils ont pris l'affaire au vol, parce qu'ils avaient besoin de régler le compte d'El Magharibiya. Il est rentré. Ah, Jabou Rabbi, tiens. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'il a tout le temps voyagé. Oui, il partait tous les 2 mois voir sa famille, il n'avait jamais eu de soucis. Moi, c'est un problème à la limite. Que la presse se désolidarise du cas d'Abd Samir, à la limite, je ne le comprends pas. Mais c'est un problème qui doit se cadrer dans les droits de l'homme, tout comme le général Rdiri, tout comme beaucoup de gens. Absolument. Il faut toujours en parler, parce que c'est avec ce genre de procédé... Même Saïd Bouteflika, personnellement, moi, je l'affirme, c'est injuste de le traduire devant un tribunal militaire. Entre autres. Il n'a pas... Même Toufik était à la retraite. Même, comment il s'appelle l'autre, l'assassin de masse, Tartak, il n'avait pas à le traduire devant une... Tout général, tout militaire placé à la retraite ne relève plus des tribunaux militaires. À plus forte raison que ce n'est pas un cas de haute trahison. C'est une partie de la bande qui a voulu faire un coup d'État, une autre partie de la bande. Ces gens-là voulaient dégommer, je m'excuse de dire le mot, Gaïd Salah. Tout à fait. Et Gaïd Salah, comme il considère que l'Algérie était sa propriété, donc on s'est attaqué à l'Algérie en s'attaquant à lui. Alors, je m'excuse, nous allons passer au sujet suivant. Tebboune et le rapatriement des centaines de milliards qui ont été volés à l'Algérie. Nous allons d'abord l'écouter. Voilà. Nous allons voir deux vidéos. Dans la première où il dit « Je vais les rapatrier pour financer mon programme ». Pas une partie de mon programme, pour financer mon programme. Ça veut dire que c'est au moins 100 milliards de dollars. Et dans la deuxième, où la journaliste lui demandait si vous n'êtes pas élu, est-ce que vous nous direz quand même où cet argent? Il dit non, je ne dirai pas. Nous allons regarder. قال بإني عارف وين الأموال تاع جماعة العصابة وبإني نسترجعها وقادر نجيبها. نجيبها. كيف يعني؟ نجيبها نزيد نأكد لك ما نقولش. ماذا بيا تقول لي؟ لا ما نقولكش لأنه البعض قال باش ياخذوا احتياطاتهم. لا ما نقولش، أنا نعرف منين نجيبها، نعرف وين راها موجودة، نعرف منين نجيبها. عارف المكان؟ الأماكن مش المكان. أماكن بلدان في بلدان.
ما نقدرش ما نزيدش نسال في هذا مسألة الموضوع. لا لأن أمور تتطلب نوع من السرية لا للمتحرين ولا 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 ولا. المهم أن شحال قيمتها؟ ألتزم. الرأي العام باش يعرف شحال القيمه تاعها. 10 ملاير، 5 ملاير، 20 مليار. لا نتكلم على الدولار طبعا، ما نتكلمش على 10 ملاير دولار يحصل وين راح 10 ملاير دولار؟ يا لطيف اكثر. شحال يعني؟ ما نقولش توصل 50 مليار دولار؟ ما نعطيك حتى رقم. اسمح لي اسمح لي رانا في حصه. انا صحفي نسال انت. Alors, 10 milliards de dollars. Donc c'est 1000 milliards de dollars. Nous allons voir la deuxième. سيد تبون، صرحت منذ قليل وقلت أنك تمتلك الخطة لاسترجاع الأموال المنهوبة ولن تفصح عنها إلا بعد انتخابك كرئيس للبلاد. هل ستفصح عن هذه الخطة في حال عدم فوزك في الانتخابات للرئيس المنتخب؟ لا. طيب هل ستفصح عن هذه الخطة في حال عدم فوزك في الانتخابات للرئيس المنتخب؟ لا. طيب. C'est pas un montage. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, la deuxième journaliste lui demande, dans le cas où vous n'êtes pas élu, monsieur Tebboune, est-ce que vous rapatrierez, vous direz où est planqué cet argent? Il dit non, je ne dirai pas. C'est incroyable. Alors, il aurait dû être poursuivi pour complicité de recel. Alors, dans la première, il dit, je sais où trouver cet argent, pas dans un endroit, mais dans des endroits. Ça veut dire qu'il a une connaissance parfaite. Or, qu'est-ce qui se passe maintenant? Au lieu de faire face à cette promesse et de nous dire aujourd'hui comment il compte recouvrer cet argent volé aux Algériens, il envoie la patate chaude à son Premier ministre, Abdelaziz Jarad, qui nous fait une déclaration. Écoutez-le. استرداد الأموال المنهوبة في إطار محاربة الفساد. وهنا يجدر التذكير بأن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد التي تم التصديق عليها من قبل بلادنا تشكل الأداة القانونية الوحيدة التي ستوجب استرداد الأراصيد وغيرها من الأملاك غير المشروعة المتعلقة بالفساد. Alors, et Abdelaziz Jarad qui nous dit, ce sont les seuls instruments légaux, c'est nous adresser aux Nations Unies. Alors ça veut dire, c'est pas demain qu'on va récupérer l'argent, parce qu'on ne connaît pas de cas où des fortes sommes d'argent ont été récupérées par cette voie. Autant nous dire de faire notre deuil de cet argent qui nous ont roulé, M. Tebboune et ceux qui étaient derrière lui, qui ne rapatriera jamais cet argent à vous, messieurs. Ce qu'il a lieu de dire, c'est que d'abord dans son programme, il a dit que je vais financer une partie de tout ou partie de mon programme. Il a dit mon programme. Oui. Ça veut dire tout son programme. J'ai pas en mémoire ce qu'il a dit exactement. Il a parlé du problème des retraités. Il a dit que le repatriement de ces sommes vont couvrir tous les problèmes des retraités, de la caisse des retraites. Bon, voilà. Peu importe. Comment peut-on s'adresser dans une campagne électorale sur une méthode pour récupérer l'argent dilapidé et les gens qui ont escroqué les Algériens, et bâtir sa campagne électorale sur ça, une partie de sa campagne électorale sur ça, c'est pas possible. Et quand on voit monsieur le Premier ministre faire le service après-vente, et qui, d'abord il a entouré, je connais les paradis fiscaux, les moyens, j'ai la méthode, etc., etc. Pour moi, c'est une fumisterie. Ça ne tient pas la route. Absolument. Et celui qui était chargé de faire le service après-vente, M. Jarad, a dit que les seuls instruments, c'est l'ONU. Peut-être d'une certaine manière, il a voulu être sincère avec nous pour nous dire n'attendez pas cet argent, il ne sera jamais rapatrié. Pour nous raconter une telle histoire sur l'ONU qui, dit-il, c'est les seuls mécanismes de rapatriement de ce genre de pillage. Donc c'est clair, ne vous attendez à rien, vous n'aurez pas cet argent. Pour être clair, si on revient un peu en arrière, à l'époque de Nicolas Sarkozy en France, ils ont répertorié quelques capitaux en Europe, au Luxembourg, en Belgique. La communauté européenne, c'est trois pays qui font partie. Ils n'ont pas réussi. La France n'a pas réussi à rapatrier les fonds en Belgique. Vous imaginez un peu. Dans la communauté européenne. Dans la communauté européenne. Il n'a pas, et donc Nicolas Sarkozy il était obligé d'instaurer une taxe de 10% et de faire
Et d'effacer l'ardoise. D'effacer l'ardoise. Ça veut dire que vous payez la taxe sur ce que vous Voilà. possédez là-bas. Avec la condition que les préposés rapatrient leur argent. On s'explique. Donc c'est de bonne foi. Ça veut dire que c'est une sorte d'amnistie. Mais on n'est pas dans ce cas de figure. Donc si la France n'a pas réussi à rapatrier les capitaux qui sont en Belgique, à Luxembourg, à 2 pas. Et encore, ce n'est pas de l'argent volé. Oui, ça, c'est de l'argent non déclaré. Non déclaré. C'est une grosse différence. Alors que chez nous, c'est de l'argent volé au peuple. Oui. Il y a des pays d'Afrique qui ont été poursuivis par les tribunaux français. Par les tribunaux français, où les corrompus, les voleurs africains ont été même condamnés à des peines. Ont été condamnés. Mais généralement, quand ils sont en fin de course. Hein. Oui, peu importe, mais... On connaît les cas... Y compris les biens ont été récupérés. Oui. Y compris les biens ont été récupérés. Cette affaire d'ONU, c'est de la fumisterie, pour reprendre, c'est de la poudre aux yeux. L'ONU n'est pas chargée de cela. L'ONU, ça relève des droits nationaux. Même s'il y a des cas comme dans l'affaire Marcos, un peu... où il y a où les autorités onusiennes ont un temps soit peu interféré. Ça prend plus de 20 ans, ça ne rapatrie pas grand-chose. Ce n'est pas pour des raisons financières, pour des raisons de corruption, y compris dans l'affaire Marcos. Ce n'est pas pour ces raisons-là. L'ONU ne s'occupe, et le Conseil de sécurité en particulier, que des questions politiques. Tout à fait. C'est clair. Alors, nous allons passer au dernier sujet, celui de notre ami Bachir Draïs. Nous allons d'abord voir un making-of. Donc c'est un extrait de quelques scènes du film, et puis nous parlerons. J'ai fait appel à Mourad Bourboul. Il est de la génération presque de Mohamed Ahmed Mehdi, de la Révolution. Elle a écrit un très très bon scénario, très très documenté. Mais pour tourner ce film de Bourboul, il aurait fallu réunir, je ne sais pas, 30-40 millions d'euros pour faire ce film. J'étais très vite déçu parce qu'on était surpris de voir que chaque lieu où Ben Mehdi est passé sont soit à l'abandon, donc dans un état très vétusté abandonné, soit ont été détruits. ولا ميزون elle appartenait à un Algérien qui يسكن تما ومن بعد la famille تاعو هاجروا للمروك راحوا للمروك إلى الدوني سي l'abandonné. بيرو ام تي ال دي تاع 2 ايطاج كيف داروا رجعوه لوكال بوغ الكرواسون روج ولا المدو رايب. Ne correspond pas tellement au personnage. Ben Mehdi faisait 1m72, Khaled Ben Issa il fait 1m85 ou 86, mais il y a quelques caractères comme ça, il y a le charisme, il y a la photogénie, il y a la beauté. Les hommes peuvent changer leur histoire, peuvent changer leur... On est obligé de faire les choses comme il se doit. I heard about this movie through my friend Ugo Lopinto and Nadia Kabut, who had told me about Bashir and his filming of this particular movie. إن شاء الله تشد لك وتوصل الدار. شوف ولدي انت صغير وشايل الدنيا. الغش يعمي العينين والبغض يكحل القلوب. انت صغير وشايل الدنيا. حط راسك وكار مليونير. فهمتني؟ Quand on n'a pas ici, donc on est obligé de faire appel à des étrangers. Et ben on n'a pas les autorisations encore. L'argent c'est bien, mais s'il n'y a pas une assistance des autorités, des coproducteurs, de l'État, l'argent, on ne peut rien faire. C'est un making-of, Mais, une heure. Ouais. Donc je donne l'autorisation pour que le Maghrébi puisse le diffuser. Oui, on comprend, c'est bien que les gens comprennent comment on fait un film. Oui. De la recherche,
des documents, la documentation, de l'écriture du scénario, le tournage et la post-production. Oui, ça renseigne un peu sur... Oui, là, il y a 2 minutes. Oui, le film fait 1 heure, donc ça serait bien que les téléspectateurs puissent le découvrir et voir un peu les difficultés, comment on fait un film. Parce que ça, voilà, c'est... Très bien. Alors, avant que je vous pose une question, d'abord celle du financement. Pour comprendre ce que vous allez nous dire, qui a financé ce film? C'est une coproduction. Je raconte un peu l'historique. Au départ, c'est de faire une coproduction franco-algérienne. Oui. Ça, en 2012. Et le ministre des Moudjahidines de l'époque, Cherif Abbas, il a refusé, il a rejeté la partie française. Il a dit on ne peut pas faire un film avec Ben Mehdi avec de l'argent français. Ok. Il dit nous, on me donne, Moudjahidine donne l'argent, tu rejettes le contrat avec les Français, on paye. Je me suis retrouvé donc avec les ministères des Moudjahidines et le ministère de la Culture, une coproduction. Donc ma société et le ministère de la Culture et les ministères des Moudjahidines. À hauteur de combien en pourcentage? Moi j'ai 29%, le ministère des Moudjahidines est à 30%, et les sponsors et la culture ils ont le reste, 40. D'accord. Ouais, voilà, c'est eux les majoritaires, la troisième ça veut dire l'État il est majoritaire, comme l'État est solide, comme les institutions sont solidaires contre moi, donc, donc c'est automatiquement ils sont majoritaires et aujourd'hui ils bloquent. Parce qu'il y a une loi qui a été à l'époque proposée par Khalid Atoumi, 2011, qui soumet tout travail sur la révolution à une autorisation obligatoire du ministère des Moudjahidines. D'accord. Et tout travail? Tout travail. Livres, documentaires... Sinon, pas publiable, pas diffusable. Rien du tout. C'est un comité de censure qui ne dit pas son nom. C'est un comité de censure qui ne dit pas son nom. Et donc, mon film est tombé dans cette loi. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à tomber d'accord sur le contenu. J'ai essayé de faire des efforts. J'ai vu ce qu'il fallait faire, ce qui était possible de le faire. Alors justement, dites-nous, pourquoi ils ont bloqué ce film? Qui d'abord a bloqué et pourquoi? Si le film il est bloqué par la commission de visionnage du ministère des Moudjahidines. Moi, j'ai fait un film politique. J'ai estimé que depuis l'indépendance, on a fait quoi, presque 200 films sur la Révolution. Pratiquement, à part la bataille d'Alger, qui est faite par un étranger, le reste, je trouvais que c'était des westerns. C'est des films de glorification, de sacralisation. Moi, je me suis dit, avec les scénaristes, on s'est dit, la Révolution algérienne n'a pas besoin d'un film elle est déjà sacrée. Elle n'a pas besoin d'un film pour la sacraliser encore plus, au contraire. Même si certains sont très beaux. Hein. Oui, bien sûr. Non, je ne parle pas de l'esthétique. Non, la bataille d'Alger, j'ai dit en dehors de la bataille d'Alger qui est fait par un réalisateur étranger. D'ailleurs, aujourd'hui, tous les films sur la guerre d'Algérie, le seul film qui s'est exporté, c'est la bataille d'Alger. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté les stéréotypes de... Absolument. Parce qu'un film, il faut le faire d'une manière indépendante. Le spectateur étranger, il sait regarder les films. Les autres films n'ont pas été exportés. Donc on s'était dit, on a fait 200 films sur les batailles, sur l'aspect militaire de la Révolution. Il était injuste de ne pas évoquer le rôle des politiques, des élites, des intellectuels de la Révolution. De l'OS jusqu'au CCE et la délégation extérieure. Vaste programme pour un film. Voilà, donc on a fait un film politique. Le film est politique, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de... Et dans le film, quand on évoque l'aspect politique, on est obligé, après on ne peut pas échapper au conflit, à la guerre de leadership. Et ça a dérangé. Vous avez donc évoqué certaines péripéties entre les dirigeants historiques? Tout, c'est pas certain. J'ai tout raconté. Et ça a déplu? Oui, eux, ils pensent qu'aujourd'hui... Par exemple, un exemple de ce qui leur a déplu. Par exemple, le conflit entre le CCE et la délégation extérieure, entre Abban Ben Mehdi et la délégation extérieure, Ben Bella, Haïdar, Boudiaf, par exemple. Les conséquences que cela a entraîné. Oui, par exemple. Jusqu'à l'assassinat d'Abban Ramadan. Moi, j'ai arrêté le film à l'assassinat de Ben Mehdi. D'accord. Parce que le film... Il concerne sa vie, lui. Donc, j'ai raconté les conflits pendant le congrès à la Soumam. Effectivement, ils ne sont pas d'accord sur une partie. La vision, en fait, je pense qu'ils ne voulaient pas que le débat s'installe. Parce qu'aujourd'hui, le problème on parlait tout à l'heure, c'est qu'on empêche le débat. Aujourd'hui, moi, j'ai tout posé sur la table.
les tabous, on arrête là. Moi, je suis né 10 ans après l'indépendance, donc j'ai assez de recul, je ne suis pas concerné, donc je ne suis pas un réalisateur qui a vécu la guerre, qui est otage de certains... Je suis libre, je racontais la révolution comme à ma manière, en respectant. Donc je n'ai pas osé sortir des faits historiques, sauf que je les ai filmés d'une manière cinématographique, pour que ce film puisse être regardé par une nouvelle génération, à l'international. Ils ne sont pas d'accord. Et est-ce qu'il y a moyen d'arranger les choses? Non, maintenant il y a un nouveau président, il y a un nouveau Premier ministre, ils ont installé un secrétariat d'État à l'industrie cinématographique. Il se trouve que ce ministre, il a joué dans le film. Ah. Oui. Donc j'ai fait un recours, j'attends. Mais c'est toujours, d'après la loi, c'est toujours le ministère des Anciens Moudjahidines mais les lois, qui tient le... on considère que toutes les lois qui ont été faites pendant l'ère de Bouteflika, c'est des lois faites par des mafieux. Si on ne considère pas ça, on n'a pas avancé. Aujourd'hui, ce qu'ils vont toucher là, ils vont revoir la Constitution. Ils vont avoir les lois, la loi des finances. Donc normalement, on doit revoir aussi les lois sur les Moudjahidines. On doit casser ces barrières. Oui, c'est ridicule. Un film, il faut le balancer au public. C'est les historiens, les journalistes, les familles religieuses. C'est à eux de débattre et de décider. Il est temps de dépoussiérer les choses. Mais en Algérie, moi, je me rends compte que l'autocensure, d'ailleurs, le problème de la création en Algérie, c'est l'autocensure. On est otage de quelque chose. Il nous reste 2 minutes, une minute chacun. Au-delà je n'ai pas vu le film encore, mais on en a parlé 1 ou 2 fois, c'est que je pense qu'il a fait un film sur la base de 3 éléments. Les documents historiographiques, le témoignage historique et le récit aussi. Qui est un comité de censure. Parce que nous, en tant qu'Algériens, nous avons été victimes d'une histoire officielle. Quand il dit dépoussiérer, je comprends, tout à fait. Donc à ce moment-là, qu'on libère l'expression du film, et si jamais il y a un débat qui s'installe concernant des témoignages, comment les apprécier, c'est tant mieux. Et moi, ce que je retiens de l'intervention de Bachir, c'est qu'il faut maintenant dépoussiérer l'histoire, parce qu'à travers le décès d'Aït Ahmed, c'est toute la page des révolutionnaires, enfin des historiques qui est tournée. Les révolutionnaires qui ont crapahuté dans les maquis, il n'en reste plus beaucoup. Il est temps que cette nouvelle génération s'empare de son histoire. Pour preuve, au Hirak, on a repris toutes les images symboliques. Absolument. De tous les révolutionnaires algériens, d'Ali Lapointe, de Didouche, de Zirout, de Damirouche, de Aben, de tout le monde. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Brahimi aussi. Il y a une volonté de mettre un couvercle, étouffer les choses. Moi, je suis entièrement d'accord, parce que c'est vrai que, bien sûr, ce n'est pas le film, mais des propos qui ont été tenus, la mauvaise publicité qui a été faite à ce film, etc. C'est vrai que moi, personnellement, j'avais une appréhension. Mais le débat doit avoir lieu. Absolument. Et il faut, mis à part ce qui touche aux valeurs morales de notre peuple, tout le reste doit être discuté. Absolument. Une liberté, je dirais, totale. Et une liberté totale, notamment sur le plan politique. Parce qu'on étouffe tellement de choses pour défendre les précarés. Au nom de principes qui ne sont pas... D'ailleurs, il y a Paul Valéry qui dit la chose suivante, qui est excellente. L'histoire est un produit dangereux que la chimie est élaborée. La chimie de l'intellect est élaborée. Le mot de la fin. Pour finir, Jamal, le film qui est empêché de sortir, quand tu regardes le film, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans la rue. C'est le même débat, c'est les mêmes problématiques, la primauté des civils, des politiques sur le militaire, l'identité, les langues, l'Algérie plurielle, c'est le film. Parce qu'une bonne partie du film, quand on regarde la Souham aussi, elle traite de ça. Beaucoup de gens qui ont vu le film, il m'a dit, j'ai l'impression... Donc c'est tant mieux qu'il ait été retardé. Tant mieux. Comme ça, il tombe pile poil avec le Hirak. Je me rends compte qu'il a été fait avant le 22. Mais les mêmes problèmes qui sont posés par le Hirak, qui sont traités dans le film. Bachir Darreis, merci beaucoup. Idir Nouren, merci beaucoup. Brahim Younsi, merci beaucoup. À vous aussi, mes chers amis, qui nous avez suivis. Merci infiniment. Nous approchons de l'an 1
de la révolution du 22 février. La situation est très fébrile. Ici en France, les gens sont comme dans une veillée d'armes. Un peu partout dans le monde, des gens prennent leur billet pour rejoindre Paris et y manifester ce qu'ils ont déjà qualifié comme de manifestation mondiale. En Algérie, c'est branle-bas de combat dans tous les foyers. On compte beaucoup, beaucoup, beaucoup sur nos mamans, nos sœurs, nos femmes, nos épouses, nos tantes pour les zgharit, les youyous qui font chauffer le bendir, et sur nos jeunes et sur nos moins jeunes pour le démontrer au monde entier que ce peuple est réellement fabuleux, qu'il vient d'accomplir une révolution dont tout le monde parlera dans 1000 ans encore. Bravo la khair, b'slama.